Ce soir, c'était il y a 41 ans. La Basse-Terre était évacuée face à la menace de l'éruption volcanique de la Soufrière. Plus de 70 000 personnes ont dû quitter leur habitation. Témoignage sur un événement qui marque encore les esprits. L'allocation rentrée scolaire sera versée dès demain aux familles bénéficiaires. Une aide tant attendue qui leur permettra d'acheter les cartables et autres fournitures scolaires. Quels sont les montants? Qui y a droit? Réponse ce soir dans cette édition. Aréchalus lance le grand marché d'intérêt régional. Celui-ci sera utilisé uniquement par les exploitants déclarés, souvent concurrencés sur le terrain. Un outil qui viendra organiser et développer la filière agricole. Les explications d'Yvan Lemar sont à venir. Enfin, on parlera musique ce soir. Le groupe Yanayout de la Guyane est en tournée aux Antilles jusqu'à lundi. Il enchaînera une série de 3 concerts chez nous dès ce soir. Un groupe de jeunes artistes que nous avons rencontrés. Reportage en fin de journal. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. On débute ce journal avec cette disparition. Une personne a disparu à la rivière Bois-Malher à Bouillante. Elles étaient 2 à avoir été emportées par le courant. L'un des deux individus serait parvenu à sortir de l'eau et prévenir les secours. Les pompiers ont renforcé leur dispositif en envoyant sur place une équipe de secours aquatique avec le soutien du Dragon, l'hélicoptère de la sécurité civile. Avec le mauvais temps, ils mettent tout en œuvre pour parvenir à retrouver la personne disparue. Il y a 41 ans, le 15 août 1976, 71 000 habitants de la Basse-Terre étaient évacués sous ordre du préfet de la région qui croyait en une explosion de la Soufrière. Ceux qui s'en souviennent de cette période tumultueuse racontent. Reportage Patrick Curie et Moïse Dexter. Je rattache cet événement à quelque chose qui m'est arrivé le 7 juillet, puisque le 7 juillet, vers 4 heures, j'étais chez un ami et il m'avait proposé de cueillir des pommes malacas. Comme j'étais jeune, comme 14 ans, je suis monté dans l'arbre. J'ai cueilli mes pommes malacas et en descendant, la brèche s'est cassée et je me suis pété la cheville parce que j'ai atterri mal. Et je me suis trouvé à la clinique. Et il fait très beau. On voit bien le Ouelmont vers le bas, on voit Basse-Terre. Et brusquement, j'ai vu quelque chose qui tombait sur le rebord de la fenêtre. Je mets mon bras dehors et je vois de la cendre. Je dis au copain, Timal, la Soufrière pété où? Il dit, moi non, il dit, ouais, mais gagne ça. Le temps de dire ça, il a fait nuit noire. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est grave. On entend les voitures partir, mais on ne voit pas les voitures. Je dis au petit bonhomme, prête-moi tes béquilles, je vais descendre au secrétariat, dire à ma famille de ne pas partir dans cette obscurité-là, parce qu'on n'imagine pas, on s'imagine que toute la Guadeloupe est plongée dans l'obscurité, non, hein, puisque tu es là. Il me dit, mais monsieur Amnader, il n'y a plus de réseau, on va déménager la clinique. Je dis, ah ben là, on prie là. Donc, je dis, bon, je vais remonter dans ma chambre et attendre les événements. Et au milieu d'escalier, j'entends 2 voix qui m'appellent, papa, papa. Je regarde, mes 2 filles arrivent avec ma femme, couverts de poussière. Ils sont venus me chercher et nous sommes partis vers Pointe-à-Pitre. Et tout le long de la route, les gens se suivaient l'un après l'autre pour arriver jusqu'à Pointe-à-Pitre. Pour vous dire, le 8 juillet 1976, je n'étais pas sur Saint-Claude. J'ai tenté de remonter, je n'ai pas pu. Et sur la route, j'ai rencontré mon père qui partait avec l'ensemble de la famille, pas seulement, mais aussi des voisins, dans une camionnette où ils étaient au moins 30 ou 35. Et ils s'en allaient vers Pointe-à-Pitre. Ensuite, mes parents ont trouvé une maison à Hibiscus, la cité Hibiscus, un peu sur les abîmes là, et ils ont passé le reste de ce qu'on appelle l'évacuation là, mais moi, je n'ai pas connu cette période-là. On poursuit en Martinique avec ce triste anniversaire, celui du crash de la West Caribbean du 16 août 2005. Il a fait 160 morts, dont 152 Martiniquais. Ce matin, les membres de l'association des victimes ont défilé dans les rues de Fort-de-France. Après le non-lieu prononcé dans cette affaire, les proches des victimes réclament un procès. Guillaume Bacoul. Justice, vérité pour les 152. 12 ans après, les revendications sont les mêmes. La détermination n'a pas fléchi.
En ce triste jour anniversaire, les familles des victimes du crash de Maracaibo ont voulu une action symbolique devant le palais de justice où a été prononcé le non-lieu en 2015. L'occasion aussi de rappeler que c'est bien toute une île qui avait été touchée dans sa chair. C'est une affaire qui nous concerne tous, parce que non seulement nous connaissions à peu près, chacun de nous connaissait quelqu'un dans cet avion, mais nous avons aussi des enfants qui partent, des parents qui partent. Le cortège s'est ensuite rendu à la cour d'appel, où l'AFCAL espère devrait se tenir en décembre l'audience en appel pour homicide involontaire. Là, chacun a planté un drapeau noir, un drapeau pour chaque Martiniquais disparu ce 16 août 2005. Avant qu'au micro, Maître Ursulène s'en prenne vertement au procureur général. Pourquoi au bout de 12 ans, il y a de votre part un tel mépris? Ce ne sont pas seulement les morts martiniquais que vous méprisez, mais ce sont également tous ceux qui accompagnent les amis, la famille, mais également toute la Martinique. Ce n'est pas sur 152 morts que vous crachez, monsieur le procureur général, c'est sur toute la Martinique. J'espère que vous allez venir le jour de cette audience, je ne sais pas quand elle aura lieu. Vous entendez ce que je vous dis, monsieur le procureur général? Il faut venir vous-même et expliquer au peuple martiniquais les raisons pour lesquelles, subrepticement, en catimini, vous avez estimé qu'il fallait un non-lieu. On espère être entendu. Ça fait déjà 12 ans que ça dure. Et nous espérons qu'à partir du mois de décembre, la vérité sera connue. On prend l'avion, on voyage, donc ça s'est passé, ils sont déjà décédés, mais on prépare aussi l'avenir, c'est très important. Dégager la chaîne des responsabilités, explorer toutes les pistes. 12 ans après, pour l'AFCA qui refuse de croire en la seule culpabilité des pilotes, le temps du deuil n'est pas encore venu. Et durant le week-end du 15 août, les contrôles routiers ont été renforcés. 46 contrôles ont été effectués entre vendredi et hier mardi. 392 procès-verbaux ont été dressés, dont 13 contraventions pour conduite sous alcoolémie, 111 excès de vitesse, 74 non-port de la ceinture, 14 conduites sans permis, 16 utilisations du téléphone portable. On note également 4 accidents corporels qui ont fait 5 blessés sur les routes. Aucun mort n'est à déplorer. On poursuit l'actualité. Demain, plus de 2 millions de familles pourront percevoir une aide d'État, l'allocation de rentrée scolaire. Celle-ci est versée par la Caisse d'allocation familiale. Elle permet aux foyers modestes de faire face aux coûts engendrés par la rentrée scolaire, qu'il s'agisse de fournitures ou de vêtements. Linda Kayarsi vous donne le mode d'emploi. Le 17 août prochain, c'est à cette date que sera versée l'ARS l'allocation de rentrée scolaire. Cette prime concerne près de 3 millions de familles aux revenus modestes. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant, 364 € s'il a entre 6 et 10 ans et jusqu'à 397 € de 15 à 18 ans. Pour y prétendre, le revenu des parents ne doit pas dépasser un certain plafond, 24 404 € de ressources pour un enfant à charge, et 35 668 € pour 3 enfants. Pour les démarches, plusieurs cas de figure, les familles déjà bénéficiaires de l'ARS n'ont aucune démarche à accomplir. La CAF verse automatiquement la prime de rentrée scolaire. Concernant les parents d'adolescents, ils doivent confirmer auprès de la CAF que leurs enfants sont toujours scolarisés. Une démarche qu'ils peuvent faire en ligne sur le site de la Caisse d'allocation familiale. Et qui dit rentrée, dit nouveauté. Le choix du cartable est important pour démarrer l'année. Il doit être à la fois pratique et solide, mais surtout plaire à l'enfant. Regardez la sélection de Linda Kayarsi, reportage. Accessoire incontournable de la rentrée, le cartable. Il doit être à la fois solide, mais surtout plaire à l'enfant. Les articles, aux couleurs des héros de BD, dessins animés et de films, ont la cote. Nous avons vraiment des sacs à dos, la marque Soy Luna, qui vraiment est un best-seller cette année. Je dirais que tout le monde s'arrache ces produits à Bureau-Vallée, à petit prix, vraiment très intéressant. Et c'est vraiment un best-seller. Par rapport à Spider-Man, est-ce que ça aussi, ça fonctionne pour les garçons? Oui, surtout que le film est sorti dernièrement, donc ça fonctionne très très bien. Et les garçons, comme les adolescents, en raffolent. À l'intérieur du cartable, les fournitures scolaires, mais pas n'importe lesquelles. Leurs fonctionnalités, leur durabilité et leur design sont étudiés pour faire craquer écoliers les ados. Cette année, les stylos à encre effaçable Friction restent un des produits phares des trousses.
Donc c'est un stylo qui permet en fait de s'effacer avec une gomme intégrée au stylo. Donc ça évite bien sûr aux élèves d'utiliser toujours ce qu'on appelle le Tipex. Se considère très bien que les enseignants ne sont pas très friands. Donc ça permet d'avoir une meilleure propreté au niveau de l'écriture et les élèves sont beaucoup plus soignés avec ce nouveau stylo. Enfin, la rentrée 2017 sera également marquée par l'apogée de d'autres innovations techniques. C'est le cas du cahier Polypro. C'est un cahier qui incorpore un protège-cahier. Donc ça justement empêche aux parents d'acheter le cahier et le protège-cahier à côté. Et bien sûr ça fait beaucoup plus propre dans le cartable de l'élève. C'est un cahier en fait où vous avez la couverture est en plastique coloré au lieu d'avoir la couverture cartonnée habituelle. Cela permet d'avoir une meilleure longévité durant l'année scolaire. Si la traditionnelle liste des professeurs dicte la plupart des achats des fournitures scolaires et que les parents recherchent avant tout les économies, la fantaisie n'est donc pas pour autant absente de cette rentrée scolaire. Promouvoir le secteur agricole, c'est l'un des engagements d'Harry Chalus en lançant le grand marché d'intérêt régional. Celui-ci sera utilisé uniquement par les exploitants déclarés qui se plaignent de la concurrence sur le terrain. Cet outil permettra d'organiser la filière très diversifiée. Les explications d'Yvan Lemar. Le marché d'intérêt régional a été évalué à 6 millions d'euros. Ce projet est inscrit dans le plan pluriannuel d'investissement et dans le programme de développement rural. Un financement européen a déjà été trouvé pour sa réalisation. Ce marché sera situé à Bémao, non loin de Gourdeliane, sur 2,6 hectares de terrain. Des délibérations sont prévues durant le mois d'octobre prochain afin d'autoriser l'acquisition du foncier, mais les marchés de conception sont déjà en cours. Ce projet sera construit en concertation avec le collectif de Gros. Un comité de pilotage élargi à l'ensemble des acteurs concernés a été retenu. En collaboration avec la région Guadeloupe, ce comité devra travailler sur la gestion des besoins techniques, la gestion financière et la gouvernance de ce futur marché d'intérêt régional. Dans l'actualité régionale en Martinique, le conflit des vedettes tropicales ne devrait plus s'éterniser encore longtemps. Après les fortes tensions d'hier entre un gréviste et le directeur de la société, le dialogue s'est noué aujourd'hui entre les deux parties. Le point avec nos confrères d'ATV Martinique. Port de Casse-Pilote ce matin, c'est le calme plat. Aucune activité en vue si ce n'est ces quelques baigneurs. Les habitants de la commune qui commençaient à s'habituer au transport par voie maritime subissent de plein fouet les conséquences de la grève. Ça a embêté moi, et c'est pas moi seulement, c'est ça qui a ennuyé la commune là, tout le nord, puisque mon là, peut prendre contravention. Non, il peut saisir l'autre, il peut mettre au parking, il peut prendre le navette là, il commission, il peut virer. C'est une vedette qu'on a mis il n'y a même pas longtemps, il n'y a même pas 2 mois, elle est déjà en grève, on ne sait même pas pourquoi. D'après ce que j'ai vu arrêter, il y a 9 gars qui sont en grève, 9 gars qui sont en train de bloquer les grecs pour ne puissent pas voyager. C'est embêtant. Et là, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, il n'y a pas d'embouteillage. Faut le dire, faut pas remonter. Une situation qui aurait pu profiter aux chauffeurs de taxi de Casse-Pilote, mais il n'en est rien. Non, il n'y a pas plus d'activité. C'est même pire parce que sur les Casse-Pilote, c'est une petite commune de 4000 habitants. Sur les 4000 habitants, il n'y a pas 10% qui prennent le transport public. Depuis ce matin, j'ai fait qu'une rotation avec 6 personnes. Et là, je suis sur ma deuxième rotation, j'ai qu'une personne dans la voiture. Donc, vous pouvez constater vous-même. Pour Maëlys aussi, c'est la déception. Elle devait profiter de la plage de Lance-Mitan. Eh bien, c'est loupé. Je suis triste parce que je dois aller à la mer à Lance-Mitan. Et j'ai besoin de bateau. Pour les commerçants de la place, le constat est amer. Cette grève complique encore plus leur situation. Il y a la grève des navettes. Alors là, c'est encore plus mort pour nous. On voit personne. C'est pas bon pour la Martinique. Et on dit qu'on veut ramener du monde, on veut faire les gens viennent. Mais si à chaque fois les gens viennent, il y a la grève, alors ça ne vaut pas le coup. Il y a beaucoup de vacanciers, c'est là qu'ils prennent les vedettes pour aller sur les plages. Quand ils passent, ils voient qu'il y a un panneau des magasins, ils entrent. Mais en ce moment, sans vedettes, il n'y a rien du tout. Les gens ne savent même pas si nous sommes là. Iléens, pilotins ou encore touristes de passage, il faudra encore s'accommoder de la situation un certain temps. Aucune négociation n'est prévue dans l'immédiat entre patronat et syndicats des vedettes tropicales.
Et en Guyane, les 116 salariés de l'entreprise Endel s'inquiètent pour leur emploi. Après 50 ans de collaboration avec le Centre spatial guyanais, la société d'infrastructure et de transport se voit privée de l'ensemble de ses contrats. Il tenait une conférence de presse ce matin à Kourou, reportage de Jonathan Lariot. Plus de 50 ans d'activité et du jour au lendemain, plus rien. L'entreprise Endel, jusqu'alors détentrice des marchés de l'énergie, de la climatisation, du transport et de l'entretien du domaine du Centre spatial guyanais, n'en est plus l'exploitant. En cause, une mise en concurrence et des offres plus alléchantes selon le CNES. Mais la perte d'un tel marché est une vraie bombe pour les salariés qui ont peur pour leur avenir. Rassemblés autour d'un tout nouveau collectif, le collectif Restant Ensemble, ils dénoncent ce matin ce revirement de situation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation d'une mort annoncée depuis longtemps. Parce que depuis 2 ans, des hauts responsables du CNES nous prédisaient, comme Merlin l'Enchanteur, nous prédisaient la fin d'Endel. Donc aujourd'hui, c'est surtout sur ce volet-là que nous le contestons. Sur 5 marchés, Endel en perd les 5. Nous disons qu'Endel en perd 1, 2, 3, ok, on comprend le jeu de la concurrence. Mais 5 d'un seul coup, après mars et avril 2017, cela nous interpelle. Aujourd'hui, plus de 40 familles sont directement concernées par cette perte d'activité. La société Endel a demandé un recours au tribunal administratif sur l'attribution des marchés. Celui-ci devrait statuer d'ici septembre de la légitimité du choix fait par le CNES. Une décision pareille ne pourra pas rester sans conséquences. Nous subissons déjà les conséquences et que chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi on prendra les nôtres, parce qu'on sait bien qu'il y aura des conséquences. Ça, on l'a vraiment dit précédemment sur l'emploi de nos collègues de l'agence. Voilà, on travaille. On attend bien entendu le résultat du référé, mais nous travaillons. Nous avons des réunions tous les jours. Concurrence déloyale ou pas, plus que quelques semaines avant la décision du tribunal. Mais en attendant, le collectif se structure et se dit prêt à tout pour que cette situation n'en reste pas là. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, vous verrez comment les jeunes s'éveillent à l'art contemporain lors de l'atelier Goûter à l'art, puis rencontre avec ces jeunes artistes guyanais du groupe Yanayout en tournée en Guadeloupe. S'initier à l'art contemporain, c'est ce qu'ont pratiqué comme activité un groupe de jeunes à Saint-Claude. Ils ont participé à l'atelier Goûter à l'art avec la plasticienne Élodie Beljambe, une initiative du conseil départemental durant le mois d'août. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter et les commentaires de Jacques Canval. Fabriquer de la peinture à partir de végétaux, peindre avec différents outils, réaliser des graphismes, développer la motricité fine et apprendre aux enfants à reconnaître les couleurs secondaires et tertiaires, c'est un véritable pari qu'a pris le conseil départemental en lançant à Saint-Claude ce goûter à l'art sous la conduite d'une professionnelle. On fait de la peinture végétale et j'essaie de transmettre aux enfants qui peuvent faire de la peinture par eux-mêmes, qui peuvent fabriquer leur peinture et ensuite qui peuvent peindre avec d'autres outils que forcément le pinceau ou la feuille. C'est vraiment, on est dans une démarche contemporaine du coup parce qu'on sort du traditionnel et on s'exprime avec les moyens qu'on a. Ça peut être des cotons-tiges, ça peut être des éponges, on travaille avec la betterave, le chou. Leur apprendre vraiment une autre façon de peindre. Créer des couleurs à partir de végétaux, choux rouges, curcuma, charbon, café et terre argileuse, s'en servir, les jeunes participants ont véritablement apprécié. Moi, je ne connaissais pas l'art contemporain, mais c'est amusant. On peut faire de la peinture avec autre chose que des pinceaux, des cotons-tiges, des pipettes et des éponges. C'est amusant. J'ai dessiné un arbre, ça s'est bien passé. La prof nous explique bien comment faire, elle nous montre comment faire. Au début, on a créé les couleurs nous-mêmes, elle nous a montré comment faire aussi. Et après, on a dessiné. Élodie Beljambe accueillera d'autres enfants le 23 août prochain au Fonds d'art contemporain de Saint-Claude avec d'autres rêves en couleurs. Après la ville de Petit-Bourg et Grand-Bourg de Marie-Galante, c'est au tour de la ville du Gosier d'entamer sa fête patronale. Elle se déroulera du 19 au 27 août. On en parle ce soir avec notre invité Jocelyn Martial, vice-président de la commission développement économique et tourisme de la ville du Gosier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous inviter. Oui, je vous en prie. Alors cette fête, elle est vraiment attendue
par les habitants, les administrés. Quels seront les temps forts cette année? Alors, c'est vrai que la fête cette année, le thème choisi par le conseil municipal, c'est le sport, vecteur de bien-être et de vitalité. La ville de Gouziers s'est fixée comme objectif de démocratiser l'activité sportive et bien sûr physique. Et l'objectif, c'est aussi de lutter contre les effets de la descente, enfin, les effets du sport, ou plutôt pour ceux qui ne font pas de sport. Et ce que nous voulons cette année, c'est de donner l'envie aux gens, non seulement de faire du sport, mais aussi de participer dans cette fête qui va se dérouler entre le 20 et le 27 août. En plus, je rappelle que c'est la dernière semaine pour les vacances. C'est l'occasion pour tout à chacun de venir, pour ceux qui ne connaissent pas le Gouzier, ce qui m'étonnerait, mais de venir découvrir et aussi de contribuer et aussi de nous apporter leur envie, leur souhait, leur motivation, peut-être pour les mois à venir, les années à venir. Exactement. Alors justement, une grande partie du programme sera consacrée au sport, on l'a dit, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'il y aura exactement comme manifestation sportive? Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus? Alors, il y aura pas mal de manifestations sportives, notamment des matchs de football. Il y aura aussi l'inauguration de l'espace Street Scout, qui est un espace de sport de plein air, qui va être une innovation sur le territoire du Gouzier et peut-être même sur la Guadeloupe. Mais bon, je ne veux pas trop m'avancer, c'est une nouveauté et nous invitons toute la population à venir découvrir. Nous aurons également l'élection de Miss Gouzier qui va avoir lieu le samedi soir, le samedi 19, au Palais des Sports du Gouzier. Je rappelle à toute la population de la Guadeloupe et bien sûr la population gouzérienne que la place sera seulement de 5 €. Il y aura pas mal d'activités, pas mal d'artistes. Également Éric Négrit, pour ne pas tous les citer, Dacha et plein d'autres. Et aussi, ils auront l'occasion de découvrir les 8 filles, 8 charmantes demoiselles. Je ne m'empêcherai pas de faire un petit retour en arrière pour rappeler que Miss Gouzier, l'ancienne Miss Gouzier 2013-2014, c'était Morgane Thérésine. Oui. Ensuite, qui a été élue troisième dauphine de Miss France. Et cette année, on a eu la Miss Gouzier de 2015-2016 qui est sortie troisième dauphine de Miss Guadeloupe. Alors cette année, pour la fête patronale, vous avez quand même décidé de mettre en avant la jeunesse. Expliquez ce choix. Alors, c'est vrai que la jeunesse a toujours été mise en avant au niveau du conseil municipal et à cela, ma collègue Madame Gisor, qui fait un travail remarquable avec la jeunesse, a souhaité mettre en valeur pendant toute la journée du 27 cette jeunesse qui aujourd'hui, on a tendance à décrier, mais rassurons-nous que ce n'est qu'une petite partie de la jeunesse qui aujourd'hui a un comportement plutôt négatif. Mais ce que nous voulons faire, c'est vraiment de mettre cette jeunesse en valeur, quel que soit le jeune, et nous les invitons la journée du 27, toute la journée sur le territoire du Gouzier, parce qu'il y aura tout plein de manifestations. D'accord. Alors l'image du Gouzier a été un peu à la une des journaux ces derniers temps. On se souvient encore récemment des barrages des habitants de Grand-Bay. Est-ce que cette fête patronale sera le moment justement de mettre un peu de baume au cœur aux habitants? En tout cas, nous invitons toute la population, et particulièrement cette population de Grand-Bay, dans une situation d'apaisement. Que ce que nous souhaitons, c'est que c'est une fête pour toute la population gauzérienne. Gouzier, c'est une ville qui fait bon vivre. Gouzier, c'est une ville touristique. Gouzier, c'est une ville qui a été récemment classée ville station nautique. C'est une ville très touristique. Et dans toutes les manifestations que nous organisons sur le territoire du Gouzier, l'objectif, c'est que le Gouzérien se sente bien sur son territoire. Il y aura un programme prévu justement pour les touristes? Pardon? Il y aura un programme prévu justement pour les touristes? Alors, sachant que la ville est quand même une ville touristique. Quel que soit le programme, puisque je rappelle que le 20 également, pendant toute la journée, il y aura la compétition de bêtirant entre 8h à 17h sur la section de Port-Blanc, et que là, c'est l'occasion pour venir découvrir le petit décollage roco, pour venir découvrir les plats traditionnels, pour venir découvrir également la promenade en charrette qui va avoir lieu pendant toute la journée sur le secteur. C'est un moment de fête, c'est un moment de liesse. La sécurité sera mise au point?
Tout à fait. Bien sûr, nous avons ce qu'il faut, mais nous appelons le Gozérien à contribuer et bien sûr, sans oublier les associations, puisque c'est une fête qui est organisée d'abord par les associations du Gosier. José Martial, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous connaissez le groupe Yana Youth de la Guyane? J'ai entendu parler, mais je ne saurais pas expliquer qu'est-ce qu'ils font exactement. Alors justement, il s'agit d'un groupe de jeunes artistes guyanais qui sont en tournée aux Antilles. Ils entameront dès ce soir une série de concerts en Guadeloupe. Yvan Lemar les a rencontrés. On regarde son reportage. Merci. Ils s'appellent Lenny, Warren, Natalia, Isaac, Enzo, Siwan, Kwende, Ludovic et Emeric. Ils ont entre 14 et 24 ans et forment depuis 2014 le groupe Yana Youth, un orchestre formé un peu par hasard. C'était pas calculé. Voilà, il y avait un groupe de jeunes qui avaient passé un après-midi chez quelqu'un que l'on connaît très bien dans le milieu musical du nom de Pierre Ray, alias Kiko, un grand frère qui nous a un peu aidé, il nous a préparé, on va dire, à faire de la musique. Après, il nous est venu l'idée de faire de cette rencontre-là quelque chose de plus concret, de plus poussé. Donc on a commencé à mettre des répétitions. Les répétitions devenaient récurrentes, on va dire. Et c'est de là qu'est parti le groupe Yana Youth. Amoureux de la musique, les Yana Youth abordent un répertoire varié composé de reprises ou de créations avec des arrangements originaux. La plupart de nos jeunes dans ce groupe, ils sont multi-instrumentistes. Donc je vous donne un exemple, le batteur passe des fois au clavier, le percussionniste passe à la basse, le bassiste il passe à la batterie, moi je passe aux percussions. C'est une ouverture que nous avons apportée pour voir ce que ça allait donner. C'est ce côté innovant de la chose qui nous permet d'avoir un répertoire varié, de créer un maximum de choses. Grâce à leur grande maturité musicale, ils ont pu collaborer avec plusieurs artistes de renom, notamment Pierre-Édouard Décimus, l'un des fondateurs de Cassave. Cette rencontre avec les Yana Youth, ça a été vraiment pour moi une grande chance, puisque j'avais un rendez-vous avec la DRAC de Guyane, qui m'ont parlé d'un petit groupe qui joue très bien, très organisé. Et je suis allé les voir, j'étais encore enchanté en répétition. Et depuis, je me suis dit qu'il fallait exporter, il fallait qu'ils exportent leur manière de faire. J'ai la chance de pouvoir accompagner des enfants doués, bien organisés, et je pense qu'ils iront très loin. Et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir. Cette année, ils ont tenu à venir ici, et moi-même, ça m'a fait plaisir de les inviter. Les Yana Youth sont en tournée en Guadeloupe jusqu'à lundi prochain. Un album est aussi en préparation. Et c'est l'heure maintenant des informations pratiques et utiles pour vous. N'oubliez pas que nous sommes toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La prudence est donc recommandée. Le FS vous donne rendez-vous demain de 8h30 à 13h au Géant Casino de Bas-du-Fort au Gosier. Et n'oubliez pas, si vous êtes témoin d'un événement, si vous avez une information, appelez-nous à la rédaction au 0590 71 11 ou par mail à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de cette tranche d'information. Mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce mercredi 16 août. À la une ce soir, c'était il y a 41 ans. La Basse-Terre était évacuée face à la menace de l'éruption volcanique de la Soufrière. Plus de 70 000 personnes ont dû quitter leur habitation. Témoignage sur un événement qui marque encore les esprits. L'allocation rentrée scolaire sera versée dès demain aux familles bénéficiaires. Une aide tant attendue qui leur permettra d'acheter les cartables et autres fournitures scolaires. Quels sont les montants? Qui y a droit? Réponse dans cette édition de ce soir. Aréchalus lance le grand marché d'intérêt régional. Celui-ci sera utilisé uniquement pour les exploitants déclarés, souvent concurrencés sur le terrain. Un outil qui viendra organiser et développer la filière agricole. Le groupe Yana Youth de la Guyane est en tournée aux Antilles. Il enchaînera une série de concerts, de 3 concerts chez nous dès ce soir. Un groupe de jeunes artistes que nous avons rencontrés. Reportage que vous avez vu en fin de journal. Et voilà, c'est la fin de cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 18h50. Excellente soirée à vous sur ATV Guadeloupe.